La proposition a fait grand bruit. Elle a provoqué 2 semaines de friction entre le Maroc et les États-Unis et enflammé la toile. Cette proposition, c'est celle de l'ambassadrice américaine à l'ONU. Susan Rice a évoqué au début du mois d'avril la possibilité d'élargir le mandat de la MINURSO au Sahara à l'observation des droits de l'homme. Réaction immédiate du Maroc, du souverain marocain et mobilisation nationale. Les instances marocaines de contrôle du respect des droits de l'homme reconnus au niveau international sont mises en avant. Après quelques jours de débat, la proposition est retirée. Le texte de la résolution reconduit à l'unanimité, sans discussion, mais surtout sans changement, au Conseil de sécurité de l'ONU. Il se contente de souligner la nécessité d'encourager toutes les parties à mieux respecter les droits de l'homme. Durant plusieurs jours, nombre de pays aux Nations Unies ont donc soutenu le Maroc pour le retrait de cette proposition. La France tout d'abord, mais aussi l'Espagne, les pays du Golfe notamment. Côté américain, le camp Clinton a également joué de son influence. L'influence, les lobbies savent aussi comment l'utiliser auprès des responsables politiques de tous bords. Et puis, il y a aussi le poids de la communauté marocaine qui s'organise aux États-Unis par le biais de sites d'information sur l'actualité du Maroc en langue anglaise, par exemple. Alors pourquoi cette décision a-t-elle été émise par l'ambassadrice Rice? Quelle a été la réaction des Marocains vivant aux États-Unis? Comment se jouent les derniers jours avant un vote important à l'ONU? Réponse de certains acteurs à New York et Washington. Regardez. I shall now put the draft resolution to the vote. Will those in favor of the draft resolutions contained in document S/2013/243 please raise their hand? So, the draft resolution received 15 votes in favor. The draft resolution has been adopted unanimously as Resolution 2099 from this year 2013. Conseil de sécurité de l'ONU, le 25 avril dernier. Après plusieurs jours de controverses, le projet de résolution sur le Sahara aura été reconduit en quelques secondes à peine. New York, siège des Nations Unies, centre diplomatique de la planète. C'est ici que se joue l'issue de nombreux conflits, qu'ils se discutent pour le moins. La question du Sahara n'est abordée qu'une fois par an dans l'enceinte de l'ONU, aux États-Unis. Mais c'est un travail au long cours qui doit être effectué par certains acteurs. Samir Bénis, 36 ans, est l'un de ces acteurs. Conseiller politique depuis 5 ans dans une mission diplomatique auprès de l'ONU, il vient d'être élu parmi les 3 personnalités marocaines les plus influentes de l'organisation par un journal national. Une influence qu'il exerce grâce à Morocco World News, son site d'information en anglais dédié à l'actualité marocaine. Les médias, un rôle majeur dans la question du Sahara pour le jeune diplomate. Il faut qu'on ait des supports médiatiques professionnels, notamment en anglais et en espagnol, car on ne peut pas atteindre l'opinion publique internationale si on n'a pas des médias professionnels, des médias crédibles et surtout des médias en espagnol et en anglais. Car on a un déficit d'opinion publique énorme dans les pays scandinaves, même ici aux États-Unis, en Angleterre, en Australie et dans les pays d'Amérique latine. Et quand je parle de différentes questions avec des fonctionnaires de l'ONU, je vois que la plupart d'entre eux, même s'ils sont tenus d'être neutres, je vois l'influence des positions de leur pays. Je vois qu'ils sont imprégnés un petit peu des positions de leur pays. Ahmad Azizi, syrien, est l'un de ses collègues à l'ONU sur qui Samir a réussi à avoir un impact. الإعلام يلعب دور كبير بدون شك في نقل الحقائق
وترسيخ الصور في الأذهان. وبالنسبة لمسألة الصحراء كغيرها من المسائل التي لها أبعاد معقدة سياسية وتاريخية، وأهم من ذلك الأبعاد التاريخية، لأن الناس يعني ينسون الخلفيات التاريخية للنزاعات وللخلافات. فالإعلام دور كبير في توضيح هذه الحقائق. أنا نفسي واحد من الناس اللي كان للإعلام المغربي دور في توضيح الصورة لدي يعني عن الخلفية التاريخية وتبديد الصور التي يحاول البعض رسمها لقضية الصحراء وأن يلغي تاريخها من الأذهان. وحتى يعني كان من الأمثلة يعني بذكر موراكو وورلد نيوز كان باللغة الإنجليزية، وهذا له دور كبير بالنسبة لمجتمع الأمم المتحدة، لأن أغلب طبعا معروف الإعلام المغربي عندما لا يكون بالعربية يكون بالفرنسية، ولذلك فمن المفيد جدا بالنسبة لقضية الصحراء وبالنسبة لمصالح المغرب الأخرى أن يكون الإعلام ناشطا في اللغة الإنجليزية. Samir a créé son site internet dédié à l'actualité du Maroc en langue anglaise avec son frère Adnan, lui aussi employé à l'ONU. C'était il y a 2 ans à New York, dans le quartier du Queens, qu'ils l'ont lancé depuis chez eux, où ils ont recréé une ambiance marocaine. Samir investit énormément de temps à rédiger des analyses notamment, mais les 2 frères investissent aussi de l'argent, $40 000 depuis la création du site. Je ne peux pas prétendre que je suis un leader d'opinion, mais moi, mon but et le but de mon frère, avec mon frère et toute l'équipe éditoriale qu'on a ici, aussi bien ici qu'au Maroc, c'est d'influencer les gens à travers ce qu'on fait. Si au bout du compte, les gens croient que je suis un leader d'opinion, tant mieux, mais moi, mon but, c'est d'essayer d'influencer à travers le site, d'influencer la manière dont les gens voient la question, le Maroc en général, la question du Sahara en particulier. Et quand on publie des articles, par exemple moi-même je publie des articles, je revois le nombre de commentaires que je reçois aussi bien sur les médias sociaux que par email ou par téléphone, aussi bien d'amis américains ou de Marocains ou autres pays. Je vois bien que le travail qu'on fait commence à avoir un effet, et la plupart des temps les gens nous remercient, nous disent qu'avant on n'avait pas accès à ce genre d'analyse en anglais. Car le problème dont le Maroc souffre, c'est qu'on n'a pas des supports médiatiques professionnels en anglais. On ne peut pas convaincre les gens si on ne connaît pas l'histoire de la question. Et il ne suffit pas de dire que le Sahara est marocain. C'est ça le problème dans lequel tombe la plupart des Marocains. Ils disent que le Sahara est marocain, mais s'ils sont confrontés à un étranger qui peut réfuter leurs arguments, ils sont sans défense. Il faut dire que le Sahara est marocain, mais il faut avoir les arguments historiques, juridiques, politiques, etc. pour bien défendre la position et pour bien convaincre les gens. Et donc, j'ai la chance d'avoir fait mon doctorat sur le sujet, d'avoir lu beaucoup d'ouvrages, aussi bien en espagnol, en français qu'en anglais, bien sûr en arabe. Ça m'a donné une perspective assez large et ça m'a aidé à mieux cerner le problème et à mieux cerner toutes ces dimensions. Donc quand je parle avec des collaborateurs, quand j'écris des articles, quand je parle avec mes collègues dans le travail, à l'ONU ou ailleurs, je vois que mes arguments ils finissent par les convaincre, car j'essaie de le faire d'une manière professionnelle, d'une manière de débattre avec eux, de réfuter les arguments des autres, pas dire que les autres ils mentent, qu'ils font de la propagande, mais je dis voilà notre position, voilà sur quoi elle se base, et voilà pourquoi les Marocains disent que le Sahara est marocain. On a beaucoup d'Américains qui travaillent avec nous, aussi des Français, quelques Espagnols, des Syriens, de la Suède aussi. Et grâce à leur travail avec nous, et grâce à ce que moi et mon frère personnellement on a fait à propos du Sahara, et grâce à nos analyses, la manière dont on couvre la question, et maintenant ils ont fini par avoir une vision plus nuancée
est plus équilibrée de la vision qu'ils avaient auparavant. Il y a même un ami américain qui m'a dit une fois que après avoir lu les ouvrages que tu m'as donnés, après avoir lu tes analyses, après avoir suivi ce qui se passe, maintenant ma perspective de la question a complètement changé. Des Marocains qui tentent d'avoir de l'influence, qui prennent la température de la communauté marocaine aux États-Unis également. Direction Washington, centre des pouvoirs américains. Mustapha Saoud a lui aussi créé un site d'information en anglais, Morocco Board, ce qui lui permet une proximité avec les Marocains expatriés. Les Marocains en général, ils ont été très touchés, c'est-à-dire que bon, ils sont citoyens américains et pendant toujours, ils ont l'impression que les États-Unis, ils sont les alliés du Maroc. Et tout soudain, on a cette chose-là qui vient comme ça, subitement, et c'est très surprenant. Et beaucoup de gens, ils l'ont pris très mal. Dans le site, il y a des gens qui nous écrivent, et certains, ils ont pleuré, et d'autres, ils étaient très, très en colère. Et il y a beaucoup de réponses, de réactions sur ce sujet. Et c'est les Marocains qui l'ont pris d'une façon très, comment dirais-je, ils étaient très émotionnels envers ce sujet-là. C'est une réaction, et c'est là, ils sont dans certaines situations que les Marocains se regroupent. Avoir une influence sur le processus politique ici, sur certaines questions qui concernent le Maroc, n'est pas très très difficile. Pourquoi? Parce que déjà, il n'y a pas grand-chose. Alors, disons qu'un journaliste de New York Times ou un autre journaliste qui s'intéresse à un certain sujet, il faut qu'il fasse des recherches. Et quand ils font des recherches, qu'est-ce qu'ils vont trouver? Ils vont trouver certaines choses. Alors au moins, on essaie que parmi les choses qu'ils vont étudier, au moins qu'il y ait un côté marocain, un côté qui n'est pas, comme je disais avant, n'est pas forcément pro-marocain, mais au moins qui essaie de montrer certains côtés qui ne sont pas peut-être connus ou qui sont oubliés ou qui ne sont pas présents. Aux États-Unis, l'influence se gagne aussi grâce à un travail de terrain, le lobbying. Objectif, l'exercer sur les personnalités responsables de l'élaboration des lois, des règlements, des décisions. Sur les membres du Congrès, par exemple, pas toujours au courant de tous les dossiers, mais certain d'une chose, le Maroc est un partenaire stratégique pour les USA. U.S. has had a treaty, a relationship with Morocco for more than 200 years, longer than it has with other countries. And that relationship has been largely a positive one. We do have trade with Morocco. Many Americans visit Morocco, are captivated by Rabat and Casablanca and the beautiful coastline of Morocco. I've been there myself. Now King Mohammed VI has a close relationship with the U.S., has been very helpful to U.S. broader interests. I think the United States has realized through its mistakes in Iraq particularly that we can't resolve issues, that issues are going to have to be resolved by the people on either side. Sometimes we can play
mediation role, and I think that's what we're trying to do, particularly through the United Nations. Gerry Connolly est lui aussi membre du Congrès pour la Virginie. Il n'avait même pas eu vent du projet de résolution. Morocco is a very important player in terms of U.S. history. Morocco was the first country to recognize the new United States. And so that's a very special relationship and a special history. Its strategic location in North Africa, very important to the United States, a strategic partner in the fight against terror and in trying to make sure that more moderate voices are heard throughout the region. Obviously, human rights is an important pillar of U.S. foreign policy, and the United States needs to be a strong proponent of respect for human rights worldwide. And I don't think that ought to be taken as a negative statement about another country unless they have gross human rights violations. Le lobbying, c'est le rôle de certains groupes qui jouent de leur influence pour défendre leurs intérêts. Parmi eux, les Arabes américains. L'activisme de Khaled Safouri depuis des années sur certains dossiers lui a permis d'acquérir une expertise dans le domaine du lobbying et de connaître mieux que personne les rouages de la démocratie américaine. That decision was made without fully understanding that this will offend Morocco. So Rice have taken that decision with the knowledge of the State Department until Morocco showed that they were very unhappy with that decision, and they canceled the maneuvers with the U.S. that the U.S. realized that they have done a huge mistake, and America reversed the decision. But I think changing the decision, correcting the mistake, but hopefully no mistakes like this will be made in the future, and the only way to do that is to have a serious and candid discussion with all forms of the government. In America, decisions are not made by one entity. Decisions are made collectively. There's pressure from the Congress. There is decision made by the National Security Council, which usually is reflected in State Department's position. But the position is not made at the UN. It's made at a much higher level in the US. You have to balance your lobbying effort. So, for example, if Democrats are in the White House and Republicans control the House of Representatives, which is half of Congress, then you need to balance your work by having people with ties with both sides. And this is how lobbying is done. So I think you cannot miss one group, because missing one group or missing part of Congress or part of the U.S. government, that means you will lose the battle. I think Morocco have done tremendous job in Washington, D.C., educating members of Congress. I have traveled on one of these delegations 12 years ago. But this is something that has to continue. It has to be done constantly, and you have to cover all sides of political activism in D.C. That means you work with Congress and the White House, but you have to understand that many institutions in Washington, D.C. help shape the decision-making. You have to work very closely with these groups, because these groups issue papers, study papers that members of Congress read and committee members read. When you're dealing with the Committee on Africa, Subcommittee on Africa, and the Committee on International Relations, it's true that the committee hold their own hearings and they have their own study, but they use the CIA studies, they use the Cato studies, they use the American Enterprise Institute, they use Brookings. All that research helps in shaping the decision. Sabah Chami a, lui, personnellement milité pour une déclaration d'amitié entre le Maroc et les États-Unis, couchée sur papier et signée par plus de 100 membres du Congrès. Un temps au service de la diplomatie marocaine, le Palestinien d'origine s'interroge. Unfortunately, not very many people in U.S. Congress were aware of that. And when I say U.S. Congress, I mean both chambers, Senate and the House. They were very surprised, some of our friends, when we told them that, there is a vote in the United Nations and that the United States is proposing to include an element of to the powers of MINURSO that includes Human Rights Watch, or watching human rights in Morocco.
By definition, we're all for human rights. The real question is this a true concern for human rights in the Sahara, or is this a political trap for Morocco? And that no one in America is against human rights. I am not against human rights. I am for human rights, true human rights. I don't think any administration, if they listen to their experts, or U.S. Congress, both houses, both chambers, if they listen to their advisors, they would take any step that upsets the Kingdom of Morocco. As far as the UN, I think the UN has to learn that it cannot be always using issues that are divisive. I guess the United States of America understands the stakes, the damage that upsetting Morocco is going to cause it, and I think Morocco needs to insist. And I have been interviewed before for Moroccan media. There was an article, a printed interview about a year ago, and in which I said, the relationship between Morocco and the United States is stronger than any change of cabinet in Morocco or change of Secretary of State or ambassador to the UN. It's bigger, it's stronger than that. Après 2 semaines de suspense, de mobilisation et de lobbying, la reconduction du mandat de la mission de la MINURSO a donc été votée dans le prolongement des résolutions intérieures, adoptées depuis 2007. Un vote qui évite de revenir sur les acquis du Maroc, mais qui ne résout pas pour autant un différend qui dure depuis près de 40 ans. La question du Sahara est aujourd'hui le conflit post-colonial le plus vieux au monde.